Cher Marion Maréchal, merci de répondre à notre invitation. Avec plaisir. On s'est vu il y a 2 mois pour le grand oral des candidats, mais bon, il s'est passé tellement de choses entre-temps qu'on a l'impression que c'était il y a une éternité. Tout d'abord, à chaud, pouvez-vous nous dire quelle a été votre réaction hier directement à l'annonce des résultats? Comment vous avez analysé ça? Bah évidemment, comme beaucoup de Français, un grand moment d'enthousiasme. Voilà, parce que c'est vrai que le Rassemblement national et ses alliés ont triplé leur voix depuis les dernières élections législatives. 12 millions de votants, et cette fois-ci, il n'y a pas l'excuse de l'abstention massive, puisque les Français sont allés voter de manière historique. C'est je crois, le plus au fort taux de participation, y compris au-delà d'ailleurs de 1981. Donc c'est un tsunami. Et j'ai un sentiment partagé, c'est-à-dire à la fois un moment enthousiasmant et un moment aussi extrêmement grave, bien sûr, puisque on ne peut pas passer à côté quand même du score terrifiant de la coalition d'extrême gauche et de l'écart, certes, significatif entre le Bloc national et eux, mais néanmoins pas totalement suffisant pour écarter totalement la menace de cette coalition. Donc voilà, des sentiments partagés et la volonté évidemment d'aider le Bloc national à l'emporter. Justement, la gauche, elle est encore assez forte. Pensez-vous que l'alliance qui demandait des LR jusqu'au LFI est possible? Est-ce qu'il y a les accords des grands dirigeants, mais est-ce que les électeurs suivront, par exemple, Laurent Wauquiez est deuxième dans sa circonscription, le troisième LFI s'il s'enlève, est-ce que vraiment les LFI vont voter pour Laurent Wauquiez? Écoutez, moi j'ai fait 2 plateaux hier et voilà, en 2 heures, on avait 24 appels au barrage. Là, c'était la cohorte des castors, barrage total, barrage partiel, barrage un peu, pas totalement. Enfin, je pense que c'est absolument illisible pour les électeurs. Moi, j'ai tendance à penser quand même que ce genre de consignes de vote ont relativement peu d'effet. Enfin, on peut avoir des surprises, hein, mais ça implique quand même dans certaines circonscriptions, par exemple, que les candidats du nouveau Front populaire soient amenés à voter pour Elisabeth Borne, qui est quand même l'ancienne première ministre d'Emmanuel Macron. Bon, je pense que ça risque d'être un peu douloureux pour certains. Donc, gardons-nous quand même des jugements définitifs. Moi, la leçon que je retiens quand même d'hier, et ça, c'est ce qui doit être vu par les électeurs et les Français, c'est que les macronistes comme les LR qui ont refusé l'union ne peuvent pas emporter de majorité. Voilà, statistiquement, c'est impossible. Et donc finalement, le seul choix qui s'offre, c'est ou faire en sorte que le Bloc national ait une majorité absolue, ce qui est encore possible, bien que ce ne soit pas encore évident, donc il faut se mobiliser, soit renforcer le Bloc des gauches. Et donc en fait, aujourd'hui, tous ceux, je pense notamment aux électeurs des LR ou du centre droit, qui voteraient au second tour pour des candidats macronistes ou des LR qui ont refusé l'union, d'une certaine manière, font le lit de la coalition d'extrême gauche et ont un vote perdu, parce qu'un vote qui ne permet pas l'alternance, et surtout un vote qui renforcerait cela. Donc tout l'enjeu va être d'aller convaincre ces électeurs de faire un choix en responsabilité. Parce que moi, j'ai quand même tendance à penser que, y compris les lecteurs de centre-droit qui a pu voter pour certains candidats macronistes enracinés ou pour des LR qui ont refusé l'union par habitude ou pour sympathie pour un candidat, ont quand même davantage de proximité sur les sujets régaliens, justice, sécurité, défense, et sur les attentes économiques, avec le Bloc national dans la diversité de ses composantes, notamment avec des gens comme moi ou Éric Ciotti, qu'avec évidemment le chaos économique, migratoire et sécuritaire annoncé par la coalition d'extrême gauche. Donc voilà, c'est tout ce qui va se jouer dans la semaine à venir. Je crois que rien n'est écrit encore. Et comment analyser justement cette forte participation? Hier, quand on regardait dans la journée les réseaux, toute la gauche commençait à se réjouir un peu de cette forte participation. Au final, on se rend compte que c'était pas forcément en faveur de la gauche. Et, euh, et il reste quand même, c'est toujours la question qu'on se pose, il reste quand même 30% de gens qui ne vont pas voter. Est-ce que c'est possible un jour de les reconvaincre d'aller voter ou Bon, est-ce que de après, toute façon il y a toujours une part oui, de... je pense que dans l'exercice démocratique, il faut malheureusement accepter qu'on n'aura Ouais. jamais 100% de participation, sauf à rendre le vote obligatoire. Bon, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vois ça comme un sursaut. Moi, je vois ça comme le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. Voilà, parce que au-delà du grand cirque antifasciste auquel on assiste là maintenant depuis quelques jours, et en particulier depuis hier soir, et c'est ce qui m'énerve d'ailleurs quand j'entends aujourd'hui les macronistes envisager des alliances avec le nouveau Front populaire. Enfin, je veux dire, il y a encore quelques jours, ils expliquaient que c'était le mal absolu, et puis aujourd'hui, bon, finalement, ils acceptent, ou en tout cas, ils mettent un voile sur les compromissions de ce bloc des gauches avec l'islamisme, avec l'antisémitisme, avec l'antifascisme violent, pour pouvoir envisager éventuellement des alliances. Vous avez vu ça depuis hier.
C'est assez regrettable. Non, moi je vois ça comme un sursaut parce que je crois que même si évidemment certains continuent de ne pas vouloir entendre ce qui a été dit hier, ceux qui aujourd'hui ont voté pour le bloc national ont envoyé un signal. C'est celui de l'attente d'une réponse sur la question de l'immigration, qui est évidemment liée à une très très forte angoisse identitaire, un sentiment de dépossession culturelle, un sentiment de ne plus vivre dans leur propre pays. Une très forte attente évidemment en matière sécuritaire, parce que les gens ont le sentiment, qui n'est pas simplement un sentiment, d'ailleurs qui est une réalité, d'un effondrement de l'État, d'un laxisme judiciaire, d'un ensauvagement au quotidien de la société, d'une violence qui n'épargne plus personne, plus aucun quartier, plus aucune campagne, plus aucun événement, pas même les balles populaires voilà, de campagne. Et d'ailleurs, même encore ce week-end, nous avons vu des drames se jouer. On a vu un Oui, règlement de compte à l'arme de guerre dans un mariage. On a vu deux jeunes, je crois Lucas et Antonin de mémoire, qui ont été poignardés à la sortie d'une discothèque. On a bien attendu d'ailleurs de l'annoncer un peu plus tard. Oui, bien sûr, voilà. Donc en fait, finalement, ça, c'est devenu le quotidien, y compris de la jeunesse de France. Et évidemment, une angoisse sur la question du pouvoir d'achat, de gens qui ont le sentiment d'avoir testé l'un et l'autre depuis 40 ans et que finalement, ça n'a été qu'une lente dégradation économique. C'est ça que les Français ont voulu envoyer comme signal. C'est pas une quelconque aspiration, je sais pas moi, à la réinstauration d'un régime totalitaire. Enfin, tout ça est grotesque. Et donc, finalement, tant que bah, ceux d'en face continueront de ne pas vouloir entendre cela, eh bien, moi, je crois au contraire que les Français le crieront et le crieront de plus en plus fort. Donc, c'est comme ça que moi, j'analyse cette très forte participation. C'est vraiment voilà, le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. D'accord. Et comment du coup aborder ce second tour, notamment comment, enfin, il y a quand même 10% encore de LR. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour ce second tour? Parce qu'au niveau des idées, ils sont plus proches du Rassemblement national que Bah écoutez, de la moi gauche. je vais vous le dire très clairement, j'ai vu aujourd'hui qu'en effet les républicains qui avaient refusé l'union au premier tour s'étaient enfermés dans une posture du ni-ni. Et parfois, même un François-Xavier Bellamy qui explique qu'il faut faire barrage à la coalition extrême gauche tout en refusant explicitement de dire qu'il faut voter pour le bloc national lorsque bah, il y a une opposition entre ces deux blocs. Je pense que c'est irresponsable. Je pense que ces gens n'ont rien compris au moment historique qu'on est en train de vivre. Ils n'ont rien compris qu'aujourd'hui, on était face à un grand retour du clivage droite-gauche, que ce clivage aujourd'hui se faisait avant tout sur la question de l'identité, et que tous ceux qui refusaient de s'inscrire clairement dans ce clivage, voilà, pour l'identité de la France ou contre l'identité de la France, sans ambiguïté, seraient balayés par l'histoire. Et c'est peu ou prou ce qui est en train d'arriver aux Républicains. Alors c'est une mort lente, hein, voilà, mais qui me semble un étiolage inéluctable. Et on voit bien que même d'ailleurs leur leader attendu ou espéré, Laurent Wauquiez, est mis en grande difficulté dans la circonscription dans laquelle il est pourtant très enraciné. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à ces candidats, notamment, qui ont pu se qualifier au second tour, c'est qu'il n'est pas trop tard. Voilà, il n'est pas trop tard pour être à la hauteur des événements et de l'espoir des Français, et donc de se désister lorsque leur candidature pourrait menacer donc l'élection d'un candidat du bloc national et donc renforcer potentiellement la coalition des gauches. Je veux dire, je le dis de manière d'autant plus, je suis d'autant plus à l'aise avec ça que moi, dans cette coalition du bloc national, j'incarne un courant qui, par exemple, sur les questions économiques, est vraisemblablement plus proche des candidats républicains voilà, que d'autres. Ce à quoi ils aspirent dans le gouvernement de la France est aussi en partie représenté dans cette coalition qui est une addition de sensibilité de droite et de patriotes et donc bah voilà, qui regarde cela avec responsabilité et qui ne fasse pas l'erreur aujourd'hui de conduire la France vers le chaos. Ou une France ingouvernable, ce qui serait évidemment Ouais. extrêmement douloureux pour nos compatriotes également. Et revenons sur la campagne des européennes qui, dès les résultats à 20h02, c'était fini, on n'en parlait plus. Le 26 avril, vous êtes venu du coup à la Palmeraie pour le grand oral des candidats. Euh, et vous nous disiez que vous aviez annoncé qu'au vu des sondages, on pouvait changer la majorité à l'Union européenne et changer la présidence. Est-ce que ça va être le cas ou... Alors oui, c'est vrai que cette campagne moi j'ai fait une campagne de 9 mois qui a été balayée en un claquement de doigts. Ça a été une soirée un peu particulière, parce qu'évidemment la dissolution a tout fait exploser, tout recomposé. On n'a pas vraiment pu faire le bilan de tout cela. L'objectif qui était le nôtre a été tenu, hein, puisqu'en effet le groupe des réformateurs des conservateurs pardon, et réformistes européens que nous avons voilà, réintégré de nouveau est devenu la troisième force politique du Parlement européen, a battu le groupe
d'Emmanuel Macron. Le groupe également du Rassemblement national s'est renforcé. On irait peut-être, j'ai dit bien peut-être, vers la création d'un groupe autour de Viktor Orban avec voilà, d'autres délégations. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bloc à droite a été très largement renforcé et donc aura un poids significatif. La majorité n'a pas été renversée. Évidemment, le centre droit auquel appartient les LR sont en train de vouloir continuer leurs alliances avec les écologistes et la gauche, mais néanmoins, il sera quand même compliqué pour eux de faire totalement abstraction aujourd'hui de ce grand bloc des droites qui s'est renforcé et qui pourra donc à certaines occasions, peut-être avec une partie du PPE, constituer des minorités de blocage. Donc c'est intéressant. Et je dois dire qu'on en a très peu parlé en France, mais il y a quand même un scandale qui s'est joué au niveau européen. C'est qu'Emmanuel Macron a voulu précipiter l'agenda pour la nomination de ce qu'on appelle les top jobs au niveau européen, dont la présidence de la Commission, alors que Giorgia Meloni s'est battue bec et ongle pour que ces nominations n'aient pas lieu avant que les élections françaises soient achevées, ce qui aurait évidemment, si en cas de victoire du Bloc national, réorganisé les rapports de force au sein du Conseil européen, qui est la représentation des différents États. Et Giorgia Meloni a été chef de file pour aller expliquer aujourd'hui à cette gauche, aux socialistes et aux centristes, qu'ils ne pouvaient pas faire abstraction de ce que les électeurs européens avaient exprimé à l'occasion de ces élections européennes. Or là, ce que nous donne le sentiment de cette majorité reconduite avec le centre droit, gauche et les écologistes, c'est finalement, bon, bah, on continue comme en 40, on ne tient absolument pas compte de ce qu'ont exprimé les électeurs, on continue de nommer les petits copains issus toujours des mêmes courants politiques, et on continue comme ça. Voilà, donc bah, maintenant j'espère qu'on fera en sorte évidemment, et c'est notre volonté à tous, que les différentes délégations de droite puissent voter et avancer ensemble. Et j'espère également qu'avec le temps, bah, une partie du groupe du PPE et peut-être les républicains qui le composent prendront conscience qu'ils ont davantage intérêt à faire des alliances avec la droite qu'avec la gauche. Mais manifestement, voilà, les choses ne sont pas toujours aussi claires. Je suppose que vous êtes déjà à l'œuvre du coup à l'Union européenne ou peut-être encore. Alors, je ne suis pas encore officiellement députée française au Parlement européen, puisque je le serai à l'issue de la première session à Strasbourg qui aura lieu mi-juillet. Mais évidemment, on a déjà fait les démarches, par exemple, pour intégrer le groupe des conservateurs et réformistes européens. On a pris voilà, différents contacts, mais on n'a pas commencé formellement encore à siéger. Et il y a des projets déjà un peu à court terme sur des amendements? Voilà, pour l'instant, vous savez, on en est vraiment à l'intégration. Donc, c'est la répartition dans les commissions. Voilà, c'est la prise d'informations sur le fonctionnement même de ce mandat. Vous savez, moi, j'ai été députée nationale, pas députée européen. Donc, je découvre aussi un peu tout ça. Et le travail législatif commencera véritablement à partir de septembre. Ça a créé quelques tensions au sein de chez Reconquête, ces européennes. Il y a eu des critiques un peu violentes et pourtant les idées restent les mêmes. Pensez-vous qu'avec le temps tout ça puisse s'apaiser et comment faire parce qu'on a vraiment besoin de cette union des droites et le courant d'idées qu'il y avait chez Reconquête qui est le vôtre voilà, je n'ai pas changé d'idée, absolument. Non, c'est ça, doit persister. Écoutez, moi, permettez-moi de faire un petit historique, parce que c'est vrai que tout est allé extrêmement vite dans ces élections, tout a été un peu confus. Bon, voilà, vous l'avez suivi au lendemain de la dissolution. Moi, j'ai tout de suite tendu la main à Nicolas Dupont-Aignan, Éric Ciotti et Marine Le Pen pour une rencontre et justement contribuer à ce que Reconquête soit associée à une potentielle alliance. Bon, malheureusement, mes efforts n'ont pas abouti, puisqu'il n'y a pas eu d'accord formel entre Reconquête et le Rassemblement national, ce que j'aurais souhaité. L'argument qui m'a été opposé par le bureau politique du Rassemblement national était le fait qu'il ne souhaitait pas travailler, enfin qu'il ne se voyait pas travailler en confiance avec Éric Zemmour au regard de la posture qui avait été la sienne durant les élections européennes, qui avait été une posture très anti-RN et qui consistait principalement à s'attaquer à eux plutôt qu'aux autres. Une posture d'ailleurs qui nous avait opposé, Éric et moi, pendant les élections européennes. On s'en souvient, bon, il y a eu très nombreux articles, on ne va pas refaire l'histoire, puisque moi je considérais qu'il ne fallait pas confondre les adversaires et les concurrents. Et donc je considérais qu'il fallait d'abord concentrer notre énergie vers évidemment la gauche et les macronistes. Bon, bref. Et à l'issue de ça, eh bien, on a eu 24 heures pour prendre une décision. C'est simple, soit présenter des candidats Reconquête et donc prendre le risque de candidature de division qui pouvait renforcer la gauche, affaiblir le bloc national, soit renoncer à ces candidatures. Bon, bah, vous l'avez suivi, moi j'ai fait le choix de vouloir renoncer à ces candidatures. Je considérais que le moment historique nous appelait à faire passer les intérêts du pays avant ceux de notre parti, et donc il fallait renoncer, même si cela était évidemment douloureux,
voilà, aux candidatures qui pouvaient coûter les quelques deuxièmes tours, qui pouvaient ensuite coûter les quelques députés qui peuvent faire la différence pour la majorité absolue. Bon, Éric Zemmour a fait le choix inverse, ils ont fait le choix de vouloir présenter un maximum de candidats, ils n'ont pas réussi à en présenter partout parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de candidats et parce que beaucoup de cadres locaux m'ont suivi et nous ont suivis, donc ont refusé de présenter des candidatures. Je pense que c'était une erreur et je vais vous dire, je constate d'ailleurs qu'une très très large majorité des électeurs de Reconquête nous ont suivis. Voilà, comme quoi c'était le bon choix et le seul choix possible. Je sors de cela avec je vais vous dire, un immense sentiment de gâchis parce que j'ai le sentiment que les candidats et les militants Reconquête, pour qui j'ai beaucoup d'estime, voilà, qui ont fait une campagne des européennes exemplaire, ont été embarqués dans une impasse, voilà, une impasse politique. Donc je le regrette et je regrette que ce parti se soit en quelques jours effondré sur lui-même avec, sachez-le quand même, la démission de plus près de la moitié des fédérations et une perspective politique qui est réduite. Moi maintenant, mon objectif, il est simple, c'est de continuer à faire que les idées auxquelles je crois, que j'ai défendues pendant les européennes, que je défendais d'ailleurs déjà avant de rejoindre Éric Zemmour, vivent dans cette coalition demain, portent, pèsent. Et donc ça va être tout l'objet de mon travail dans les années à venir. Et revenons du coup un peu à l'actualité politique avec un peu de politique fiction. Si l'Union nationale arrive à avoir la majorité absolue, est-ce que vous pensez qu'il sera possible de mettre en place des lois, notamment sur l'immigration, quand on voit que la dernière loi immigration qui a été votée à l'Assemblée a été vidée de son contenu par le Conseil constitutionnel? Comment passer Oui, il va y avoir indéniablement, déjà, il va y avoir plusieurs choses, hein. Bon, une coalition, déjà, c'est une addition de sensibilité. Donc, il va falloir, il y a des grands principes qui ont été posés dans le cadre de cette coalition. La réduction de l'immigration, grande réforme sur la question de la justice et de la politique pénale, et puis enfin, des grands principes économiques, refus d'augmenter les impôts, baisse de la dette publique et des dépenses publiques, après un grand audit financier qui doit nous amener à choisir les dépenses. Il y a dans cette coalition, dont nous faisons partie, différentes sensibilités, en effet, qui s'expriment, et donc il va falloir trouver le chemin entre nous pour pouvoir répondre à ces grands principes. Et à côté de cela, eh bien, il y a en effet des contraintes supranationales ou nationales par ce qu'on appelle communément le gouvernement des juges, auxquelles nous pouvons être confrontés. Maintenant, il y a encore des marges de manœuvre très importantes, y compris dans le cadre de la jurisprudence aujourd'hui posée par ces cours suprêmes ou par le droit européen. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le droit fiscal est un droit totalement souverain sur lequel l'Union européenne a très très peu de prise. Les dépenses sociales aussi sont des dépenses décidées en toute souveraineté par le pays sur lequel l'Union européenne ou par exemple les cours suprêmes ont très très peu de prise. On pourrait par exemple demain supprimer le droit du sol sans que cela ne soit en principe empêché par le Conseil constitutionnel qui n'a jamais émis aucune jurisprudence sur le sujet, et de la même manière, le droit du sol n'est pas imposé par le droit européen. Donc, il y a des décisions administratives par ailleurs qui peuvent être prises, par exemple sur l'octroi de certains titres de séjour, donc sur, par exemple, l'application des obligations de quitter le territoire français. Là, on est davantage dans un rapport de force diplomatique avec les pays d'origine qui refusent d'accorder les laissez-passer consulaires que véritablement sur des contraintes, sur des empêchements qui soient d'ordre jurisprudentiel ou législatif. Donc non, moi je crois qu'il y a des grandes marges de manœuvre qui peuvent exister. En politique pénale, par exemple, le droit européen ne s'occupe pas de la politique pénale. Donc les moyens accordés à la politique carcérale, le fait de construire des prisons, tout cela, finalement, relève quand même encore du droit souverain de la majorité en place. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur les marges de manœuvre. Alors évidemment, on ne pourrait pas appliquer 100% de ce qu'on souhaiterait pouvoir faire, mais ensuite, il y a différents chemins, différents niveaux. Il y a aussi l'arme du référendum qui pourrait être utilisé une fois que la présidence, pour le coup, sera emportée, parce que là, évidemment, situation de cohabitation, donc il y a aussi des contraintes spécifiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut être que mieux que ce que nous avons vécu depuis 7 ans, et puis au-delà de ça, de ce que nous avons vécu depuis maintenant 40 ans. Du coup, s'il y a une majorité absolue, il y a 3 ans avant les prochaines élections, comment ne pas décevoir en 3 ans les électeurs? Et est-ce qu'il y a des mesures pour mettre en place rapidement et dont les Français pourraient voir les conséquences et rapidement pour voir que ça marche et que... Oui, mais c'est ce que je vous disais à l'instant. Typiquement, le droit du sol peut être immédiatement supprimé, hein. C'est une simple loi. Les conditions du regroupement familial peuvent être
durci, parce que faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de droits sur le plan de l'immigration qui relèvent du droit européen, mais sur lequel la France fait preuve d'un zèle particulier. Ça veut dire qu'elle est plus laxiste que ce que pourrait permettre potentiellement, par exemple, le droit européen ou le droit supranational. Par exemple, sur la durée également des conditions de détention des clandestins, nous pouvons également augmenter cette durée pour permettre et faciliter les expulsions. Donc, vous faites plus des marges de manœuvre. Tout ce qui relève de l'appel d'air social à l'immigration, qui sont des incitations à venir, et notamment les grandes facilités ou les différentes aides cumulatives dont vous pouvez bénéficier en France. Typiquement, parlons de l'aide médicale d'État, il n'y a aucune obligation supranationale ou des cours suprêmes à ce qu'il y ait aujourd'hui une prise en charge à 100% des clandestins. Voilà, donc ça, typiquement, ça fait partie des choses qui peuvent être remises en cause. Les conditions d'accès également, y compris aux aides sociales non contributives, comme les allocations familiales ou les aides au logement, peuvent être drastiquement durcies. Donc, là, sincèrement, on s'est heurté avant tout à un manque de volonté politique, qui était en fait une divergence idéologique profonde. Pour eux, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Voilà. Ils s'en sont jamais cachés. Emmanuel Macron lui parlait d'immigration de peuplement. Il considérait que la réponse face au déficit de la natalité devait être l'immigration. Il considérait que l'immigration pouvait repeupler et revigorer les campagnes françaises. Bon, bah, c'est un présupposé idéologique en fait qui nous sépare. C'est la même chose sur le plan d'ailleurs de la question de la sécurité. Eux partent du principe que la prison doit d'abord être un lieu de réinsertion et non pas un lieu de répression. Ils considèrent que la prison finalement est davantage l'école de la récidive que celui de la punition salvatrice qui permet de remettre sur le droit chemin. Bon, bah, quand vous avez deux présupposés idéologiques qui sont aussi antagonistes à la base, évidemment, les conséquences qui en découlent sont totalement différentes. Donc moi, je pense que là, pour changer le logiciel, il faut changer les hommes. Voilà, et c'est ce que nous proposons de faire, en fait, le 7 juillet prochain. Et selon, vous parliez tout à l'heure des accords avec les pays d'origine de l'immigration pour pouvoir renvoyer chez eux, mais quand on voit sur un spécialiste espagnol de l'immigration, Rubén Pulido, il dit que, par exemple, au Maroc, ils vident leurs prisons et ils mettent les prisonniers dans le bateau. C'est Damien Rio qui a publié ça. C'est vrai que il faut trouver des accords avec les pays d'origine, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas, parce que eux-mêmes, finalement, Oui, oui, non, mais moi je crois que c'est faisable. Vous savez, typiquement, moi, ça me fait penser à cela, vous parliez tout à l'heure de ce qui est faisable. Les régularisations, par exemple, ce sont des décisions administratives. On peut du jour au lendemain dire il n'y aura plus aucune régularisation pendant 3 ans. Voilà, fini. Donc ça, typiquement, c'est des choses sur lesquelles on a des marges de manœuvre. Si vous envoyez le signal quand même aux personnes qui tentent la traversée qu'elles n'auront pas d'aide à l'arrivée, ou qu'en tout cas ces aides sont très difficiles d'accès et qu'elles n'y auront pas du tout droit si elles sont clandestines, qu'elles n'ont aucune perspective de régularisation et encore moins de naturalisation parce que les conditions d'accès à la nationalité auront été encore durcies, déjà vous dissuadez un certain nombre de candidats à l'immigration. Ça me paraît logique. Si en plus vous trouvez le moyen de faire appliquer efficacement les retours au pays, bon, bah, vous avez des chances, comme ça a été le cas d'ailleurs dans d'autres pays comme le Danemark, qui ont pris des décisions assez radicales en la matière, radicales au sens forte, d'avoir des résultats significatifs de ce point de vue-là. Moi, ce que je crois, c'est que avant comment dire, de s'enfermer dans une forme de fatalisme et de renoncement, imaginons quand même qu'en matière diplomatique, nous n'avons usé aucune des armes du rapport de force qui sont à notre disposition. Je veux dire, au-delà d'agitation de façade, à quel moment a-t-on, par exemple, usé des crédits de l'aide française au développement? Jamais. À quel moment a-t-on usé de la réduction, par exemple, de l'octroi des visas, y compris à l'élite de ces pays, qui est bien contente, bien souvent, de venir se soigner en France? À quel moment avons-nous, par exemple, bloqué les transferts financiers? Il faut savoir que de ces pays vivent parfois, y compris de manière significative, je pense notamment aux Comores, des transferts financiers de leur communauté d'origine en France vers ensuite ces pays d'origine. Donc, je veux dire, les leviers, ils existent. Voilà, ils existent. Encore faut-il avoir le courage de les mettre en place. Donc moi, non, je suis plutôt optimiste et je crois que ces pays nous respecteront d'autant plus que nous sommes solides sur nos appuis, que nous faisons la démonstration face à eux de notre volonté d'être respectés, que nous sommes fiers de ce que nous sommes, de notre identité, de la volonté de continuer sur le plan historique la civilisation qui est la nôtre. Je crois que ce sont aussi nos renoncements et nos faiblesses qui entraînent un tel mépris de la part de ces pays et les poussent à abuser d'une certaine manière de leur position par rapport à nous.
Et du fait de votre départ de Reconquête, on vous a soupçonné de vouloir chercher un poste de ministre, ce qui n'est pas du tout. Je ne suis pas partie de Reconquête. Non, vous avez. J'ai été fait exclue ouais. par Éric Zemmour, parce que quand je fais ma déclaration pour expliquer que je ne veux pas de Oui, vous candidature de voulez pas division, partir. je n'annonce pas de départ, Oui. je n'annonce pas que je rejoins le RN. D'ailleurs, je le dis aujourd'hui, pour ceux qui l'auraient peut-être pas compris, d'ailleurs, je n'ai pas rejoint ou réadhéré au Rassemblement national. Mais j'ai été en effet exclue, moi, l'intégralité des vice-présidents de Reconquête et 4 eurodéputés sur 5. Donc c'est une situation un peu particulière. Et du coup, en politique fiction, alors pas maintenant, mais peut-être plus tard, est-ce qu'il y a un ministère qui vous seriez le plus à même de travailler, qui vous intéressait le plus, ou est-ce que c'est même pas quelque chose Je vais vous le dire, je n'ai rien négocié, je n'ai rien demandé. Ce soutien, je l'ai fait parce que je considérais que c'était de ma responsabilité de femme politique et de française de l'apporter. Donc je ne suis pas en quête de quelque chose. Moi, tout ce que j'espère, c'est que les meilleurs profils, voilà, les plus compétents, les plus expérimentés, seront placés dans les postes gouvernementaux, si tant est que le Rassemblement national obtienne cette majorité absolue. Donc moi, je suis prête volontiers à m'effacer devant justement voilà, ces profils les plus à même d'exercer ces hautes responsabilités dans un moment, rappelons-le quand même, qui est un moment extrêmement compliqué et douloureux pour la France, puisque nous sommes un pays ruiné, surendetté, en proie à une criminalité et notamment à un narcotrafic extrêmement virulent, submergé par l'immigration. Donc il faudra être extrêmement solide. Et nous sommes attendus. Voilà, je pense que ça fait très longtemps aujourd'hui que des Français espèrent que le Bloc national arrive aux affaires. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Si par malheur nous n'étions pas à la hauteur des responsabilités ou des attentes, eh bien cela serait terrible pour les idées qui sont les nôtres. Et ça, on en a tous intimement conscience. Donc une fois de plus, voilà, je ne suis pas en quête d'un poste, je serai là où on aura besoin de moi, comme je l'ai toujours fait. Et donc avant cela, j'ai aussi beaucoup de choses à faire au niveau européen, donc je ne compte pas chômer. Et justement, alors vous aviez lancé une école il y a quelques années, l'ICEP. Est-ce que vous pouvez dire où ça en est? Est-ce qu'il y a déjà des retours sur investissement, entre guillemets? Et puis quand on voit aujourd'hui le nombre de députés que va avoir le Rassemblement national, finalement, ça vous donne un peu raison parce qu'ils vont avoir besoin d'assistants parlementaires, de... Ah bah de toute façon, moi j'ai toujours, je vais vous dire, j'ai créé l'ICEP maintenant il y a quelques années avec toute une équipe et nous avons fait la démonstration, je pense, de l'extrême utilité de ce genre de projet, puisque notamment pendant les européennes, on a vu l'actualité autour de Sciences Po, de l'effondrement moral de ces IEP. Enfin, je veux dire, la gangrène islamo-gauchiste qui a pourri aujourd'hui ces écoles, et d'où la nécessité de créer des écoles alternatives qui soient des écoles d'excellence et qui sauvent finalement ces étudiants de cette espèce de propagande woke complètement délirante et gazaouiste maintenant, qui dévore tout. Donc je crois que ce projet est plus utile que jamais. C'est un projet qui continue de vivre et de se développer, puisque cette année, nous avons lancé le bachelor, donc les 3 premières années post-bac, en plus du master qui existe déjà. L'année dernière, nous avions ouvert une antenne à Paris. Nous avons lancé une fondation internationale en Suisse qui sera amenée à porter là aussi probablement une antenne en Suisse, sachant que nous avons d'ores et déjà une antenne qui existe en Espagne et qui fonctionne là aussi très bien. Je n'ai pas totalement renoncé également à un projet en Italie sur lequel j'aimerais pouvoir continuer de travailler. Moi, je ne suis plus au quotidien dans la direction de l'ICEP et je suis quand même encore très associée au développement international et à la stratégie. Voilà, donc c'est une école, en effet, qui depuis l'origine, a une vocation simple, c'est de former les élites de demain, des élites économiques. Nous avons à peu près la moitié des étudiants qui vont dans le privé, des élites politiques, et donc notamment ce personnel, en effet, qui sera amené à exercer à différents niveaux, qu'il s'agisse des collaborateurs parlementaires, des cabinets ministériels, ou même des candidats et des élus. Et pour ce faire, une élite non seulement compétente, mais enracinée. Voilà, et c'est pour ça que nous, on a fait le choix aussi de transmettre à ces étudiants toute leur richesse civilisationnelle, avec une très très forte culture générale, parce que je pense qu'on ne peut pas penser le temps long si on n'a pas derrière soi évidemment un bagage culturel, historique, philosophique solide, et c'est ce qui fait notre singularité dans l'offre universitaire française. Bah, merci Marion Maréchal. Merci à vous.